Alors, je vois que les gens arrivent dans la salle. Je vais commencer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur les enjeux structurels et de droits humains en lien avec les migrations précaires. Cet événement est présenté conjointement par Amnesty International Canada francophone et la Confédération des syndicats nationaux, CSN. Je m'appelle Marisa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et j'animerai la conférence. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone et de la CSN. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certaine ou certain du territoire où vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna vient de partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Donc, cette conférence virtuelle est la première dans une série de 2 portant sur les migrations précaires. La série se situe dans le contexte de notre campagne essentielle pour la protection des droits des personnes migrantes au Québec et au Canada. La prochaine conférence, le 18 mai, sera une table ronde avec des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut et des intervenants et intervenantes sur le terrain qui travaillent avec ces populations. L'inscription est déjà ouverte, donc Anna va vous partager le lien d'inscription dans le chat et je vous invite à vous inscrire. Alors, le déroulement, un petit note sur le déroulement de la soirée. Je vais faire un point brièvement sur quelques détails techniques. Par la suite, je vous présenterai la thématique de notre conférence et on entendra un mot de nos partenaires à la CSN. Par la suite, je vous présenterai nos panélistes qui feront chacun et chacune une présentation de 15 à 20 minutes. Et enfin, il y aura le temps pour une période de questions et de discussion. Pour les détails techniques, comme vous auriez peut-être deviné, votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser en tout temps avec les animatrices et les participants et participantes via le chat. Par contre, si vous avez des questions pour la période de questions que vous aimeriez poser aux panélistes, je vous invite à les inscrire dans la case questions-réponses. Et si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Merci. Alors, un peu de contexte pour notre conférence de ce soir et pour la série qui vous est présentée. Au Québec comme au Canada, la pandémie a mis en lumière l'importance souvent négligée des personnes migrantes comme travailleurs et travailleuses souvent essentiels et aussi comme membres de notre société. Elle a aussi révélé que ces personnes sont très souvent exploitées et n'ont pas toujours accès aux services essentiels tels que les soins de la santé. Dans beaucoup de cas, ces personnes ont un statut migratoire précaire ou n'ont pas de statut légal, ce qui les rend vulnérables au non-respect de leurs droits. Ce ne sont pas des enjeux nouveaux, il faut le dire, mais dans ce contexte de pandémie, ils sont vraiment mis en relief. Et en mars de cette année, au début du mois de mars, Amnesty a lancé sa campagne essentielle pour la défense des droits des personnes migrantes. Cette campagne vise la régularisation, c'est-à-dire l'octroi du statut légal des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut, comme la meilleure façon de protéger leurs droits humains qui sont souvent bafoués. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir 2 experts qui vont pouvoir expliquer les contextes global et local des migrations précaires
et qui vont pouvoir aussi répondre à vos questions concernant ce sujet. Juste avant de présenter nos panélistes, j'aimerais vous présenter la capsule de la campagne essentielle d'Amnesty International, juste pour nous rappeler un peu du contexte de cet événement. Par la suite, on entendra un mot de Marie-Hélène Bonin, de notre partenaire, la CSN, qui soutient la campagne. Anna, peut-être tu peux recommencer la capsule avec ta volume, ton micro activé. Merci. Ça sent bien. Merci, Anna. Anna, je pense que ton micro est toujours coupé. Il faut que tu allumes ta volume pour qu'on entende la vidéo. Excusez-moi, en effet. Par le Covid. Je m'appelle Amadou. Je suis un travailleur de CHLD, laquelle où je travaille avec des patients atteints par le Covid. Je m'appelle Diana. Durant la pandémie, je fais le nettoyage dans les bâtiments. Je m'appelle Johnny Ismael Velázquez Gutiérrez. Durante la pandemia, yo también cooperé para llevar alimentación a la casa de los quebequenses. J'ai été atteint par le virus. J'ai eu vraiment la difficulté parce que je n'avais pas aucune assurance maladie. Había insultos, no me pagaban puntual y completo. Ma demande de protection a été refusée. Je suis mère monoparentale. Moi aussi, je suis essentielle. Je suis essentiel. Nous sommes tous essentiels. Merci, Anna. Donc, Marie-Hélène, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Ça me fait bien plaisir de vous adresser quelques mots au nom du mouvement syndical de la Confédération des syndicats nationaux. Je suis conseillère syndicale pour la CSN. Je travaille particulièrement sur la question de l'immigration et des relations interculturelles en milieu de travail. La CSN se préoccupe des enjeux d'immigration et de droits des travailleurs immigrants depuis pratiquement toute son histoire. On a toujours été très soucieux de faire pression pour éviter d'entretenir un système d'immigration qui encourage et maintient des inégalités entre les travailleurs et les travailleuses, dont des employeurs ou des agences d'emploi peu scrupuleux peuvent facilement tirer profit. Pour nous, la question des statuts migratoires précaires ou disparus, c'est un enjeu d'abord d'égalité de droits, tant sur le plan du droit du travail que des droits humains. Et c'est pour ça qu'il nous a fait plaisir de nous associer à la campagne d'Amnesty International. La CSN fait partie aussi de la coalition pour la régularisation qui mène campagne avec un grand nombre d'autres organisations. Et nous travaillons aussi à l'interne sur les enjeux d'immigration depuis longtemps et nous continuerons dans ce sens-là dans les prochaines années. Alors, il me fait plaisir d'accueillir avec Marissa nos deux personnes conférencières.
Et je te redonne la parole, Marissa, pour qu'on commence. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Et nous sommes vraiment reconnaissantes du soutien de la CSN à la campagne, bien sûr. Anna, je pense que tu peux repartager les diapos. Nous avons la chance d'avoir deux conférencières très, très intéressants avec nous ce soir. Il s'agit de François Crépeau et Dalia Gesualdi-Fecteau. Je vais commencer avec professeur Crépeau, qui va être notre premier conférencier. François Crépeau est professeur de droit international à l'Université McGill et ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, un poste qu'il a occupé de 2011 à 2017. À ce titre, il a effectué des visites officielles en Albanie, en Tunisie, en Turquie, en Italie, en Grèce, au Qatar, au Sri Lanka, à Malte, dans les institutions européennes de Bruxelles et de Vienne, en Angola, en Australie et à Nauru. Il a également publié plusieurs rapports thématiques sur la détention des migrants, la protection des droits des migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne, le changement climatique et la migration, la gouvernance mondiale des migrations, les accords de commerce et la migration, les modes de recrutement des travailleurs migrants et l'exploitation au travail des migrants. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, professeur Crépeau, et sans plus tarder, je passe la parole à vous. Voilà, merci beaucoup Marissa, Marie-Hélène. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Donc, on m'a demandé de présenter un cadre plus général des questions migratoires et des questions de précarité. Et donc, je vais vous parler plutôt sur la question internationale, mais je vais commencer par un certain nombre de choses qu'on ne dit pas assez souvent. Alors, il faut d'abord comprendre les phénomènes migratoires. On parle beaucoup des migrations, des facteurs qui poussent les gens à migrer. En gros, la misère et la violence, hein, essayer de trouver un endroit paisible et un endroit où on peut assurer un avenir à soi-même, à ses enfants. Mais on parle très peu des facteurs attractifs. Les migrants ne sont pas idiots. Ils vont là où il y a des emplois, là où ils peuvent créer un avenir. Pour ça, il faut un emploi, il faut un revenu. Et donc, on parle très peu des besoins de main-d'œuvre qui existent dans les pays d'accueil. Besoins de main-d'œuvre réels dans des marchés du travail reconnus, réguliers, etc. Alors là, pour ça, on a par exemple les résidents permanents ou alors certains travailleurs à statut temporaire avec beaucoup de capital social, une grosse éducation des ingénieurs, etc. Ce qu'on trouve par exemple des Canadiens au Qatar, etc. Mais on parle très peu des besoins non reconnus ou peu reconnus de main-d'œuvre. On a entendu le premier ministre du Québec récemment dire qu'il ne voulait pas de migrants à moins de 56 000 $ par année. Ça, c'est un besoin manifestement non reconnu de main-d'œuvre. Les employeurs le disent. On a besoin de main-d'œuvre et tous les pays d'accueil, tous, ont des marchés de l'emploi clandestins sous la table, des travailleurs sans papier, et beaucoup ont des marchés de l'emploi pour des travailleurs temporaires à statut précaire. Et ce sont des marchés de main-d'œuvre, des besoins de main-d'œuvre qui sont soit non reconnus, les travailleurs en situation irrégulière, ou peu reconnus, les travailleurs temporaires à statut précaire. Et cette précarité, la précarité de ces deux catégories de migrants dont je parlerai ce soir, je ne parle pas des ingénieurs canadiens au Qatar, là, cette précarité, elle est construite, elle est socialement construite, politiquement construite dans nos États. Il y a des secteurs économiques non délocalisables, comme l'agriculture, les soins, la construction, l'hôtellerie, qui survivent depuis maintenant une quarantaine d'années grâce au cheap labor, grâce au fait qu'il y a des gens qui sont payés à quelques dollars de l'heure au lieu d'être payés au moins au salaire minimum, et en tout cas pas au salaire sur un marché du travail qui permettrait, qui ferait que des Québécois, des Canadiens pourraient être candidats parce que les salaires seraient suffisants et parce que les conditions de travail seraient adéquates.
On a dans ces marchés du travail très peu de supervision. C'est le respect du code du travail, respect des lois sur la santé et sécurité au travail. Et on a, pour les travailleurs migrants, contrairement aux travailleurs qui sont citoyens, qui sont nationaux, on a une combinaison de politiques migratoires et de politiques du travail qui rendent les relations de travail dangereuses. Pourquoi? Parce que les migrants sont toujours et ont toujours peur, sont toujours susceptibles et ont toujours peur d'être renvoyés chez eux. Ça, c'est la grande épée de Damoclès qui pèse sur la tête d'un migrant à statut précaire ou sans statut, d'être envoyé chez eux. Et donc, de voir l'échec de tout un projet migratoire pour faire assurer un avenir à sa famille dans lequel on a énormément investi. Et donc, ces relations de travail dangereuses, elles donnent énormément de pouvoir à l'employeur qui peut, d'un coup de téléphone, dénoncer le migrant, le faire arrêter, le renvoyer, et ça signifie une catastrophe pour lui-même ou elle-même, ou pour sa famille ou leur famille, et éventuellement pour leur famille élargie. Et les migrants ont peu d'options. Souvent, ils ont des dettes à rembourser et ils ont une famille à soutenir. Et cette précarité, elle est construite parce que c'est une stratégie depuis longtemps de réduction des coûts de main-d'œuvre. Toutes les politiques contre la migration irrégulière visent à maintenir une population en statut irrégulier de manière à ce qu'elle puisse être exploitée. Alors, je ne dis pas que c'est une stratégie qui a été machiavéliquement imaginée il y a 40 ans et qu'on a mise en œuvre, etc., et qui est secrète, mais tout le monde sait que c'est comme ça et personne ne fait rien parce que les migrants ne se plaignent pas, se plaignent peu. Ils vont très peu devant les tribunaux, ils protestent très peu. On n'a pas de grandes manifestations de migrants sans papier à Montréal comme on en a eu aux États-Unis en 2006. Les migrants ont trop peur d'être arrêtés, détenus, renvoyés. Ils vivent dans cette précarité qu'on a construite de manière à ce qu'ils se taisent, de manière à ce qu'on les rende silencieux. Et donc, en faisant ça, en bloquant consciemment des migrations dont nous avons besoin, on produit et on subventionne des criminalités. Pas la criminalité des migrants, la criminalité contre les migrants. Les passeurs qui les exploitent, les employeurs qui les exploitent, les logeurs qui les exploitent, les prêteurs sur gage, etc. Tout ça, c'est une criminalité qui a lieu contre les migrants, mais nous ne la reconnaissons pas. Et les politiques de migration temporaire à statut précaire sont aussi des politiques de précarité construite. On a très peu de surveillance des conditions de travail, par exemple dans les fermes, et des conditions de logement dans les fermes. Les conditions de travail des travailleuses domestiques, par exemple, qui vivent dans la maison de leur employeur, il n'y a pas de surveillance. Au Québec, il n'y a pas de visite de santé et sécurité au travail dans les maisons privées. Et bien souvent, les inspections du travail sont parfaitement inefficaces. Dans beaucoup de pays, les inspecteurs du travail, et c'était comme ça au Québec il y a quelques années, ça l'est peut-être encore, les inspecteurs du travail travaillent main dans la main avec l'immigration. Et s'ils voient des migrants en situation irrégulière, ils appellent l'immigration ou alors ils font des raids conjoints et ces migrants sont renvoyés chez eux. Et donc, le migrant n'appellera pas l'inspecteur du travail si les conditions de travail ne respectent pas, par exemple, le code du travail, par peur d'être renvoyé. Cette situation, elle est renforcée par des discours politiques parfaitement irresponsables. Et quand je dis irresponsables, je ne veux pas dire que tous les politiciens sont irresponsables. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des politiciens font bien leur travail, sauf que dans notre système politique, qui est quand même le meilleur qu'on ait jamais inventé pour se gouverner, le politicien, il répond à l'aiguillon électoral. C'est la prochaine élection qui lui dit ce qu'il doit dire. S'il veut être élu, il a un discours à tenir, qui peut être le discours de son parti, et il ne peut pas en dévier. Or, il n'y a aucune responsabilité politique pour ce qu'on dit sur les migrants, puisque les migrants ne votent pas, et que nous, les citoyens, on va très rarement voter sur des questions migratoires. Elles ne nous concernent pas directement. Alors, si on a un conjoint migrant qui a des problèmes, si on a une amie migrante qui a des problèmes, peut-être qu'on va voter, mais c'est une proportion infime de la population. Les migrants ne votent pas, les migrants ne se manifestent pas dans la rue, les migrants se syndiquent très peu, les migrants dont je parle, les migrants à statut précaire. Ces migrants-là ne se manifestent pas dans le débat public.
Et on a un problème parce que les politiques migratoires sont faites par des non-migrants, les politiciens, pour des non-migrants, leur électorat. Bref, on a des politiques migratoires qui sont faites comme à l'époque où les politiques à l'égard des femmes étaient faites par des comités d'hommes. Hein? Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, on a des politiques qui sont fondées sur des fantasmes, des stéréotypes, des mythes. Très souvent, les migrants prennent des emplois, les migrants apportent de l'insécurité, les migrants augmentent la criminalité. La science sociale a démonté la plupart de ces mythes et de ces fantasmes, mais ça continue dans le discours politique. On entend des politiciens qui nous répètent ça constamment. Et on utilise un langage liquide à l'égard des migrants. Hein. On parle toujours de flux, de flots, de vagues, de marées. Hein. Ils s'infiltrent, ils se déversent, il faut les contenir. C'est toujours un langage liquide. Pourquoi? Parce que ça envoie l'image d'un indéterminé, d'une masse qui n'a pas d'individualité. Et on parle des migrants comme quand j'étais jeune, il y a plus de 50 ans, on parlait des femmes. Hein, les femmes ne savent pas conduire, les femmes sont trop émotives pour être chefs d'entreprise, les femmes ne savent pas faire de la politique, etc. C'était une masse informe qui avait toutes les mêmes qualités. À une autre époque, on a parlé comme ça des Juifs. À une autre époque, on parle encore d'ailleurs souvent comme ça des Autochtones, etc. Une masse, tous pareils. On n'a pas individualisé. Alors, on sait qu'aujourd'hui, grâce à leur motivation politique et grâce à leur engagement politique, les femmes, les autochtones, les Roms ont fait d'énormes progrès et maintenant on reconnaît que les stéréotypes qu'on avait aujourd'hui, ça passe plus. Un politicien qui fait une blague anti-gay, homophobe ou sexiste, ça ne passe plus aujourd'hui, en tout cas au Québec. Ça n'est pas comme ça pour les migrants. Pour les migrants, on peut encore dire n'importe quoi et ça passe. Et donc, il y a une éducation à la complexité de la migration qui devra être faite. Mais les États le savent déjà. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils ne font pas ce qu'ils savent déjà. Dans les objectifs de développement durable de 2015, on a inclus la migration et les droits en ajoutant le mot « tous » à des tas d'objectifs. Et on a prévu des cibles, vous voyez la cible 8.8 et la cible 10.7. 8.8, défendre les droits de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes et ceux qui ont un emploi précaire. Les États de la planète des Nations Unies ont adopté ça, ils le savent. Et 10.7, faciliter la migration et la mobilité. C'est écrit. En 2018, on a adopté les États des Nations Unies, 152 États des Nations Unies, y compris le Canada, ont adopté le Pacte mondial sur l'immigration. C'est un pacte, c'est le premier document universel négocié par les États sur la migration. Et ils se sont entendus après 2 ans de négociations sur un certain nombre de principes. Et c'est extraordinaire de lire ces principes parce que c'est ce que disent et ce que demandent la société civile, les institutions internationales, les avocats, les experts. Tout le monde demande ça et pourtant les États font encore aujourd'hui le contraire de ce qui est dans ce texte. Il a été négocié par des fonctionnaires et des diplomates qui savaient de quoi ils parlaient, qui étaient des experts. Et les politiciens ne sont arrivés qu'à la fin et on a eu un certain nombre d'États qui ont refusé de le signer alors que leurs fonctionnaires l'avaient négocié. Et la recommandation centrale de ce texte, qui est un texte de soft law, ce n'est pas un texte obligatoire, ce n'est pas un traité ou une convention, c'est un texte qui nous donne un plan de match pour l'avenir. Et cette recommandation centrale, c'est de faciliter la mobilité. Ce terme « faciliter » est utilisé dans la version négociée en anglais 62 fois. Et ce n'est pas un hasard. Ça va être notre plus grand défi pour les années à venir. Et je dirais que le pacte mondial, il est aujourd'hui comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, c'est-à-dire que la Déclaration universelle a été adoptée en 1948. Il faut attendre 1966 pour avoir deux pactes internationaux sur les droits économiques, sociaux, culturels, civiques et politiques. Il faut attendre encore 18 ans après ça, 1984, pour avoir une convention contre la torture. Donc, on voit que la Déclaration universelle, elle s'est développée dans le temps, dans des textes qui sont devenus obligatoires. Elle a créé une culture des droits de l'homme sur plusieurs décennies. J'ai l'impression que c'est ce que pourrait faire le pacte mondial sur les migrations. Ce pacte, il fait des recommandations, je vous en ai mis plusieurs ici, garantir les droits des migrants. Ça paraît évident, mais les États ne s'étaient jamais vraiment entendus là-dessus. Préparer des réponses aux situations d'urgence, emergency preparedness, se préparer aux arrivées de réfugiés.
informer les migrants, distinguer l'état civil du statut migratoire. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas ici heureusement, si vous êtes sans papier et que vous avez un enfant, votre enfant ne peut pas avoir de certificat de naissance. Sans certificat de naissance, on ne peut pas l'inscrire à l'école, on ne peut pas l'inscrire pour les allocations familiales, etc. Là, ils ont dit, il faut arrêter de faire ça. Regardez la phrase qui est complètement rouge, là, ménager des options et des filières de migration régulière pour faciliter la mobilité. Ça, c'est la clé. Offrir beaucoup plus d'options de mobilité, offrir des visas, permettre aux gens de circuler, faciliter la migration. C'est le leitmotiv de ce pacte. Faciliter la régularisation. On vous parlait tout à l'heure de la campagne sur la régularisation. Faciliter la transition entre statuts qui peut prendre des mois au Canada, alors qu'il faudrait que ça prenne quelques jours. Protéger les droits des enfants migrants. Le droit à la vie de famille est mentionné 3 fois, alors qu'il n'existe pas dans les textes originaux des droits de l'homme. Mais là, il est mentionné 3 fois. Assurer un accès sûr aux services de base, santé, éducation, services sociaux, et utiliser des pare-feux, des firewalls, c'est-à-dire prévoir que les acteurs dans les hôpitaux, dans les écoles, ne doivent pas communiquer d'informations sur leurs clients, sur leurs patients, aux services d'immigration qui pourraient les arrêter, les détenir et les renvoyer, pour que les migrants aient confiance qu'ils puissent s'adresser à ces services publics sans risquer de voir leur projet migratoire s'effondrer. Limiter la détention, etc. Alors, bien entendu, ce texte, le pacte mondial, n'est pas parfait. Il y a des angles morts sur l'accès effectif à la justice, sur les questions de genre sont mal conceptualisées, mais c'est quand même un très gros progrès. Un élément qui manque, qui affecte directement ce dont on parle aujourd'hui sur la précarité, c'est la réduction des marchés du travail exploités dans les pays de destination. Il n'y a aucune reconnaissance dans le pacte que les pays de destination de la migration exploitée, du cheap labor, ont une responsabilité. Et cette responsabilité, ce serait de réduire les marchés les marchés du travail dans lesquels on exploite les migrants. Ça n'est pas mentionné dans le pacte et c'est un manque. Alors, on peut imaginer des politiques migratoires différentes. Et pour ça, il faudrait qu'on fasse une planification stratégique à long terme de la mobilité, ce que aucun pays ne fait. Le Canada a une planification à 3 ans des niveaux d'immigration, mais si on regarde toutes les autres politiques gouvernementales, l'énergie, les infrastructures, l'accès à l'eau, je veux dire, toutes ces questions-là, elles sont planifiées à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. On a des organismes dans tous les gouvernements qui font cette planification à très long terme en fonction de la démographie, des projections d'emploi, du rôle des entrepreneurs, des investisseurs, et il faudrait les faire participer et il faudrait créer un grand débat public autour de ça. Faire parler tous les partenaires, faire parler tous les ministères. Pourquoi c'est juste le ministre de l'Immigration qui nous parle d'immigration, alors que le ministre de la Santé a quelque chose à dire, le ministre de l'Éducation a quelque chose à dire? Il faudrait faire parler tous ces gens-là. Et il va falloir, pour faciliter la migration, permettre à beaucoup plus de migrants de venir chercher des emplois et de se faire embaucher. Et là, la réponse à M. Legault sur le 56 000 $, c'est qu'en supprimant, en réduisant considérablement par une meilleure inspection du travail, entre autres, et par des sanctions aux employeurs effectifs, en réduisant considérablement les marchés de l'emploi exploités, eh bien, on va permettre à ces migrants de venir concurrencer des Québécois, des Canadiens, mais à des salaires qui sont raisonnables. Et les employeurs feront un choix en fonction des compétences et non pas simplement parce que le migrant est moins cher que le Québécois. Et ça me paraît être un élément clé. Gouverner la migration, c'est la légaliser, la réglementer et la taxer, comme on le fait de tous les autres domaines de gouvernance. Alors, évidemment, la taxation ne s'appliquerait pas aux réfugiés, etc. Il y a des éléments à prévoir dans tout ça. La condition clé de ça, je viens de le dire, c'est de réduire la précarité des migrants, leur donner des papiers, avoir des inspections du travail qui fonctionnent, leur appliquer le droit du travail comme on l'applique à tous les travailleurs, pas faire de différence, les intégrer pour combattre les stéréotypes, faciliter l'accès à la résidence permanente, etc. Ça permettrait de réduire la pression sur les systèmes d'asile.
beaucoup de demandeurs d'asile n'auraient pas besoin de demander un statut de réfugié, ils auraient juste besoin de demander un permis de travail. C'est ce qui se passait dans les années 60 et 70. Beaucoup de gens ne demandaient pas de statut de réfugié, on demandait un permis de travail, on l'avait en quelques semaines, ça suffisait. Et ça permettrait de réduire considérablement le pouvoir des réseaux criminels qui exploitent les migrants. Et ça augmenterait la capacité de contrôle aux frontières puisque les gens se présenteraient aux gardes-frontières plutôt que d'utiliser un passeur. J'ai l'impression que socialement, nous sommes peut-être à la veille d'un changement générationnel de conception sur la question de la mobilité et de la diversité. Je crois que ma génération, celle des baby boomers, a raté le coche complètement, mais il y a des signes dans la société que nous sommes prêts à nous ouvrir à cette diversité, à cette mobilité. On le voit chez les artistes, on le voit dans la communauté des affaires, dans la société civile. Les médias parlent beaucoup mieux de migration aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on en parlait mal, très mal. On répétait ce que le ministre de l'Immigration disait éventuellement, mais c'est tout. Aujourd'hui, il y a des articles critiques, il y a des interviews de migrants à la frontière sud des États-Unis, à Idomeni, au nord de la Grèce, ou dans la mer d'Andaman, chez les Rohingyas. Les villes sont intéressées. On sait que la ville de Montréal, notre mairesse de Montréal, a lu la déclaration du Forum des maires, Forum mondial des maires en faveur de la migration, à la conférence de Marrakech en décembre 2018, qui a adopté le pacte mondial sur la migration. C'est notre mairesse qui a lu la déclaration des maires des grandes villes. Et donc, il y a des villes qui sont intéressées à s'occuper des migrants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une société, une intégration sociale de leur population sans se préoccuper de la question du statut migratoire. Les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans les villes au Québec, au Canada et dans le monde entier qui vivent la diversité au quotidien, ce qui n'était pas mon cas dans mon école primaire dans les années 60. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de diversité dans mon école primaire à Montréal dans les années 60. Aujourd'hui, la diversité, elle est un peu partout et je pense que la génération de ceux qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui ne supporteront pas les discriminations que nous avons tolérées autour de nous pendant trop d'années. Puis on le voit, la voix des migrants doit être entendue et doit entrer dans notre discours public, doit entrer dans notre narratif national. Ces migrants, déjà dans leur famille, sont des héros et il faut qu'ils deviennent des héros pour nous aussi, de la même manière que les Juifs qui ont échappé à l'Holocauste sont devenus des héros pour leur famille, de manière les républicains espagnols qui ont échappé à la répression de Franco sont devenus des héros. Dans les familles, c'est déjà le cas. Il faut que ça rentre dans notre narratif national. On le voit avec les Autochtones aujourd'hui, c'est en train de venir, ça rentre dans notre narratif. Donc, je pense que ce pacte mondial sur les migrations est le début d'une longue conversation que nous devons avoir avec nous-mêmes pendant les décennies qui viennent, et les États savent ce qu'il faut faire. Ils l'ont dit, ils en ont fait la liste, ils ont fait leur liste d'épicerie. S'ils faisaient tout ça, on serait déjà beaucoup mieux, sauf que pour l'instant, ils font le contraire, et je pense que ça va prendre beaucoup d'activisme social pour arriver à changer ce type de discours. Je vous remercie. Merci énormément, professeur Crépeau, pour la présentation, l'exposition vraiment éclaircissante et la vue d'ensemble des dynamiques migratoires, les lacunes en matière de protection des droits, mais aussi l'espoir de pouvoir envisager une nouvelle politique migratoire et de sortir des façons de faire actuelles et les possibles outils qu'on a au niveau international. Quelques autres points à retenir vraiment intéressants que vous avez mentionnés, aussi toute la question de la construction de la précarité, comment c'est construite en fait, et comment la précarité invisibilise les personnes migrantes et comment en fait le discours autour de ces personnes les invisibilise également, entre autres choses. Donc, merci beaucoup pour ça et je suis certaine qu'on va pouvoir creuser encore davantage pendant la période de questions. On va maintenant passer à notre prochaine conférencière. Dalia Gesualdi-Fecteau est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche stratégique sur l'effectivité du droit du travail. Elle s'intéresse aux politiques publiques en matière de travail et aux conditions de l'accès au droit et à la justice. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, professeur Gesualdi-Fecteau, et la parole est maintenant à vous. Allez-y.
Bonjour, bonsoir en fait tout le monde, mais ça me fait bien plaisir moi aussi d'être parmi vous aujourd'hui, de vous partager quelques réflexions et espérons-le de stimuler la discussion et la période d'échange. Je remercie aussi l'équipe d'Amnesty International là, qui m'a invité à, je dirais, synthétiser certaines questions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, il faut le dire, et je pense que c'est le point de départ de cette campagne, et ce sera aussi le point de départ de ma présentation. Qu'est-ce que la pandémie de COVID-19 aura permis? Bien, c'est effectivement de mieux comprendre, au-delà des effets individuels pour les personnes migrantes, les effets sociétaux de la précarité, que finalement, ce qui a été mis en lumière, c'est que notamment la précarité du statut migratoire, mais d'autres formes de précarité aussi, c'est désormais, on le sait, on le savait avant, mais disons, ça a été vraiment mis en lumière, c'est un enjeu de santé publique. Et je pense que pour bien comprendre ce phénomène de la précarité du statut migratoire, de ses causes, de ses effets, il faut porter vraiment une attention particulière à ce qu'on appelle, et le professeur Crépeau en a parlé, les différentes couches de vulnérabilité avec lesquelles les personnes migrantes à statut précaire composent. Quelles sont-elles, ces couches de vulnérabilité? Il y en a qui sont plus connues, notamment la question de la langue, ne pas parler le français ou l'anglais, la question d'isolement social et géographique aussi est une couche supplémentaire de vulnérabilité. Mais il faut le souligner, je pense que c'est l'objectif de cette campagne, la capacité à accéder à certains droits, le droit de se loger convenablement, le droit d'accéder à des soins de santé, le droit de changer d'employeur à notre guise finalement, constituent des droits qui, pour plusieurs d'entre nous, sont pris pour acquis, mais que pour des migrants, sont des droits auxquels il est fort difficile d'accéder, soit sur le plan formel ou de manière effective, je vais y revenir, et constituent pour ces personnes-là des couches supplémentaires de vulnérabilité. Alors, ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la question de la réalité socio-professionnelle des personnes migrantes à statut précaire et de regarder un peu les enjeux en matière d'accès aux droits tels qu'ils se présentent ici au Québec et au Canada. Alors, je pense que c'est important de dire d'entrée de jeu, les personnes qui disposent d'un statut migratoire précaire ne forment pas un ensemble homogène. Les trajectoires migratoires sont diverses, les histoires de migration sont multiples, donc ces trajectoires-là sont de nature protéiforme. Il faut bien le souligner parce qu'on a tendance encore là, comme le disait mon collègue, à avoir des images un peu stéréotypées de la personne qui dispose d'un statut migratoire précaire. Or, il s'agit d'une multitude de trajectoires et d'histoires différentes, mais ce qu'il faut bien souligner, c'est là-dessus que je vais insister probablement parce que j'ai une petite déformation, soit celle d'être juriste, mais il faut le souligner, le droit d'immigration et les politiques migratoires au Canada créent des catégories de personnes migrantes dont le statut est précaire. Et je vais vous donner quelques exemples. La liste n'est pas complète. Je vais y revenir tantôt. Mais la première catégorie à laquelle on pense, c'est les demandeurs d'asile. Ces personnes, finalement, qui souhaitent obtenir un statut de réfugié pour obtenir la protection de l'État canadien. Pour vous donner un exemple, en 2019, c'est 64 000 demandes d'asile qui ont été déposées au Canada et 18 000 personnes en 2019 auront obtenu un statut de réfugié. Autre grand groupe de personnes qui ont un statut migratoire précaire, il s'agit des travailleurs étrangers temporaires. Là aussi, il y a une multitude de catégories de travailleurs étrangers temporaires, des travailleurs agricoles notamment, dont on parle depuis longtemps. Donc, des personnes qui viennent, par exemple, par le programme des travailleurs étrangers temporaires, d'autres qui viennent par un très vaste programme qui s'appelle le programme de la mobilité internationale, d'autres qui viennent par le biais d'un programme qui s'appelle l'Expérience internationale Canada, qui s'adresse tout spécifiquement aux jeunes qui souhaitent acquérir au Canada une expérience professionnelle. Pour vous donner une idée, et je pense que là, il faut vraiment s'attarder aux chiffres, c'est 400 000 permis de travail qui ont été donnés en vertu des différents programmes de migration temporaire. 400 000 en 2019. Il y a eu une augmentation en 2018 et 2019 seulement de 70 000 permis de travail supplémentaires qui ont été donnés. Et de cet énorme nombre, de ce bassin important de travailleurs et de travailleuses qui viennent par le biais de ces programmes-là,
on parle de seulement 15% à peu près des personnes qui vont accéder à la résidence permanente. Hein, parce qu'évidemment, pour sortir de la précarité du statut migratoire, comment fait-on? Bien, c'est en espérant obtenir un statut de résident permanent. L'autre groupe, et là, c'est plus difficile à chiffrer, ce sont les personnes sans statut. Là aussi, c'est un groupe extrêmement hétérogène. Là aussi, les histoires ou les trajectoires migratoires qui font en sorte que les personnes sont sans statut ou travaillent sans statut au Canada sont multiples, mais, et je veux le souligner, dans plusieurs cas, les personnes travaillent au Québec ou au Canada sans statut régularisé compte tenu des importants délais administratifs pour traiter les demandes, par exemple, de permis de travail ou pour obtenir pour les demandeurs d'asile le document de demandeur d'asile qui donne accès à un permis de travail. Je vous passe les détails, mais il y a des importants délais administratifs. Ça peut aller jusqu'à 6 mois pour ces personnes-là pour obtenir un permis de travail. Et on peut s'imaginer que pour plusieurs d'entre elles, ne pas travailler devient un important enjeu et vont possiblement à ce moment-là travailler sans statut régularisé. Et il y a d'autres histoires. Il y a des histoires de parrainage qui n'ont pas fonctionné. Les personnes se retrouvent sans statut sur le territoire canadien. Des histoires de demandeurs d'asile qui ont vu leur demande refusée et qui ne veulent pas retourner dans le pays d'où ils disposent de la citoyenneté politique. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent à risque, vont rester donc au Canada. Encore une fois, la question des personnes sans statut, ne pas penser qu'il y a une trajectoire, que c'est un groupe homogène. Cette sous-catégorie de personnes à statut précaire est très protéiforme, très hétérogène. Et j'ai mis etc. parce qu'il y a d'autres groupes dont on parle moins et qui ont aussi un statut migratoire précaire, notamment les étudiantes et les étudiants qui viennent ici pour étudier et qui peuvent travailler pour subvenir à leurs besoins. Là aussi, il y a des importantes situations de précarité qui peuvent en découler. Alors, ce qui est important de dire là aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre pour comprendre la réalité socio-professionnelle des personnes qui composent avec un statut migratoire précaire, c'est qu'ils composent avec un important indice de conditionnalité. Plusieurs aspects du quotidien, encore une fois, qui pour nous sont pris pour acquis, sont sujets à d'importantes conditions. Et je vais vous donner quelques exemples. La possibilité de choisir le logement de notre choix, ce n'est pas donné à toutes les personnes migrantes à statut précaire. La possibilité d'accéder à des soins de santé n'est pas donnée à tout le monde non plus. La possibilité d'avoir la mobilité professionnelle dans le marché du travail n'est pas donnée là non plus à l'ensemble des personnes migrantes à statut précaire. Alors, ce qu'il faut composer, ce qu'il faut aussi comprendre, et je pense que ça, la pandémie, encore une fois, aura eu le mérite de mettre cet enjeu vraiment en lumière, c'est que les personnes qui ont un statut migratoire précaire ont souvent un emploi à statut précaire. Et là, la définition de qu'est-ce qu'un emploi à statut précaire, bien, elle est très... on peut l'appréhender de différentes façons, mais c'est l'emploi qui est à durée déterminée, qui est temporaire, qui est sur appel, à la demande, des emplois de type journalier. Donc, on obtient un petit contrat de travail pour une journée, le lendemain, on sera ailleurs, etc. Le travail via agence, là aussi, est dans la grande catégorie de ce qu'on appelle le statut d'emploi précaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui dit emploi précaire dit souvent des conditions de travail qui sont difficiles, qui sont dangereuses, avec des conditions de rémunération qui sont extrêmement faibles et il y a une importante instabilité de l'emploi et une importante insécurité économique qui est entraînée par le fait d'occuper un emploi précaire. Qu'est-ce que ça fait, l'instabilité de l'emploi et l'insécurité économique? Ça a des importants effets sur le plan de la santé mentale et physique. Cette question-là a été largement étudiée dans les dernières années. Mais non seulement ça, il y a aussi une incapacité à faire des projets, des plans et à se projeter dans l'avenir. Donc, vous pouvez vous imaginer quand on se retrouve à l'intersection d'un emploi précaire et qu'on dispose d'un statut migratoire précaire, des enjeux auxquels on fait face en termes d'accès aux droits. Et c'est là-dessus que je vais poursuivre. Et là, sans donner un cours magistral de grande théorisation, de concepts théoriques très, très lourds, je veux quand même porter à votre attention que la question de l'accès aux droits doit se comprendre avec les deux visages de Janus. C'est-à-dire que
il y a la question de l'accès formel au droit. Et quand je parle d'accès formel au droit, c'est que dans certains cas, le fait d'avoir un statut migratoire précaire, d'être sans statut ou autre, est susceptible de nous priver carrément de l'accès à certains droits. Et là, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Et le professeur Crépeau en a parlé, ça a des incidences directes sur la capacité à mobiliser certaines protections, à mobiliser certains droits humains. L'exemple classique, évidemment, c'est l'accès aux soins de santé pour les personnes sans statut, c'est-à-dire que si notre statut migratoire n'est pas régularisé au Canada, hormis certaines petites exceptions, notamment à l'égard des enfants qui sont nés au Québec, par exemple, bien, on n'aura pas de carte soleil, hein, on ne sera pas couvert par la RAMQ, donc notre accès aux soins de santé va être extrêmement contraint et limité. Parce qu'il va falloir défrayer les coûts des soins que l'on obtient. Alors ça, ce n'est pas juste un problème d'accès effectif, c'est une restriction formelle à certains droits avec laquelle composent certains groupes de migrants à statut précaire, notamment ici les personnes sans statut régularisé. On en a parlé dans les dernières années, mais il faut le redire parce qu'il y a un enjeu réel ici et qui crée des situations où le travailleur étranger temporaire qui a un permis de travail restreint, donc il a le droit uniquement de travailler pour l'employeur qui est désigné sur le permis de travail, fait face à des conditions de travail difficiles, voit ses droits au travail constamment bafoués, bien, il est plausible dans certains cas que la personne choisira de changer d'emploi, mais à ce moment-là, sans que son permis de travail soit changé, il va basculer dans cette autre catégorie des personnes qui travaillent au Québec sans statut et qui se retrouvent à composer avec d'autres, justement, couches de vulnérabilité. Alors, cet accès à la mobilité professionnelle est énormément contrainte pour une pluralité de travailleurs étrangers temporaires. On parle souvent des travailleurs agricoles, mais il y a d'autres catégories de travailleurs étrangers temporaires qui viennent notamment par les jeunes, qui viennent par le biais de ce grand programme qui s'appelle l'Expérience internationale Canada, qui ont aussi un permis restreint et qui ne disposent pas de la mobilité professionnelle avec tous les risques d'abus et de dérapage en termes de respect des droits au travail. Je veux quand même souligner aussi, et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on a beaucoup parlé de ces anges gardiens, de ces personnes sans statut régularisé qui travaillaient notamment dans le réseau de la santé, mais les personnes sans statut régularisé travaillent aussi dans d'autres secteurs qui sont considérés comme étant essentiels. On pourra y revenir tantôt. Bien, vous savez comme moi que dans le cadre de la COVID-19, il y a une pluralité de régimes, de programmes, devrais-je dire, non de régimes, mais de programmes de protection sociale qui ont été mis en place, qu'on pense à la prestation canadienne d'urgence, plus récemment à la prestation canadienne de la relance économique, ou la prestation canadienne de la relance économique quand on est malade, et là, il y a un enjeu ici, hein, quand on est malade ou on doit s'isoler parce qu'on a la COVID-19, il faut bien comprendre que pour accéder à ces programmes-là, il faut avoir un numéro d'assurance sociale qui est valide. Donc, pour plusieurs personnes qui sont sans statut, ces programmes-là ne sont pas accessibles sur le plan formel, c'est-à-dire que les règles du jeu les privent formellement de ces droits-là. Mais il y a plus encore, et c'est là, je vous dirais, l'aspect de l'accès aux droits qui est un peu plus gris, qui est un peu plus pernicieux parce qu'il est moins évident, mais c'est toute la question de l'accès effectif à certains droits. Qu'est-ce qu'on entend par un accès effectif aux droits? Mais c'est que juridiquement, dans les lois, il n'y a rien qui prive formellement les personnes à statut migratoire précaire d'accéder à ces droits-là. Ce n'est pas, on ne prive pas que ce soit le travailleur étranger temporaire ou la personne sans statut régularisé d'accéder à ces droits-là, mais l'enjeu, c'est que l'accès est parfois illusoire pour différentes raisons et je vais vous donner des exemples très concrets. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que quand on se blesse, quand on a une lésion professionnelle au Québec, on peut aller voir notre médecin et éventuellement déposer une réclamation à la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité du travail, la nouvelle CSST, l'organisme qui a remplacé la CSST en 2016. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un statut migratoire précaire et qu'on se blesse au travail? C'est une vraie question parce qu'on s'est blessé au travail alors qu'on travaillait au Québec, n'est-ce pas? Et nulle part dans la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles est-il écrit qu'un travailleur sans statut régularisé, par exemple, n'a pas droit
au régime de réparation des lésions professionnelles qui est prévu dans cette loi-là. Pendant plusieurs années, les tribunaux ont considéré que quand une personne était sans statut régularisé au Canada, bien, que son contrat de travail, écoutez bien, était nul de nullité absolue. C'est-à-dire que parce que le statut n'était pas régularisé, bien, en fait, le contrat, en quelque sorte, sur le plan juridique, était nul, ne pouvait plus exister. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait, j'ai entendu un pareil. C'est bon. Alors, pendant des années, ça a été la position qui a été adoptée par les tribunaux, une position très fâcheuse. Pourquoi? Parce que ces personnes sans statut régularisé qui avaient travaillé pour un employeur et qui avaient subi un accident du travail se trouvaient sans capacité à être indemnisées. Au fil du temps, les tribunaux ont rajusté le tir et ont finalement déterminé que pour les personnes migrantes à statut précaire qui étaient de bonne foi, les personnes donc sans statut régularisé de bonne foi. Qu'est-ce que c'est maintenant la bonne foi? Être entre deux permis de travail, avoir oublié de renouveler son permis de travail, etc. Il y a différents cas de figure qui peuvent s'appliquer. Bien, on a accepté éventuellement que ces personnes-là puissent être indemnisées par le régime mis en place par la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Or, ce n'est pas de tout repos avoir accès au régime parce que dans plusieurs cas, l'inspectorat du travail, la CNESST, va rejeter la réclamation pour différentes raisons administratives et il faudra contester cette décision-là devant les tribunaux pour avoir accès au régime de réparation des lésions professionnelles. Alors, on peut s'imaginer, pour une personne sans statut, ce parcours déjà qui est extrêmement fastidieux, lourd et contraignant pour une personne qui dispose de la résidence permanente ou de la citoyenneté politique, on peut penser que dans plusieurs cas, ce sera illusoire pour ces personnes-là d'accéder effectivement au régime mis en place finalement pour réparer les lésions professionnelles parce qu'il y a un parcours, un fardeau administratif immensément lourd pour y arriver. Autre exemple où l'accès effectif peut être complexe pour un travailleur étranger temporaire, donc qui vient par le biais, par exemple, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Prenons l'exemple du travailleur qui travaille dans la transformation alimentaire, dans les abattoirs, dans le secteur agricole encore, qui se blesse, peut, lui, tout à fait, théoriquement, sans obstacle sur le plan légal, faire une réclamation en cas de lésion professionnelle, en cas d'accident du travail, mais cette personne-là est ici, autant son emploi que sa durée de séjour au Québec ou au Canada est de durée limitée et va quitter à l'issue, à l'expiration, et possiblement va quitter donc à l'expiration de son permis de travail ou de son permis de séjour. Et est-ce que l'ensemble du processus est terminé? Une fois que la personne, c'est un premier point d'interrogation, une fois que la personne est de retour dans le pays où il dispose de la citoyenneté politique, bien, quel suivi qui va être fait de la réparation de la lésion professionnelle sur le plan médical? Il y a tout un régime qui est mis en place de réadaptation quand on a des séquelles de cette lésion professionnelle. Qu'en est-il de ce suivi quand on se retrouve à l'étranger? Et il y a des chances que si on a une incapacité, que notre employeur, l'année suivante, ne nous réembauche pas. Donc, ce sont là deux exemples en termes de réparation des lésions professionnelles qui, de mon point de vue, sont très éclairants pour comprendre les enjeux d'accès effectif aux droits. Et je pourrais aussi vous donner des exemples pour ce qui est des travailleurs sans statut régularisé qui sont congédiés pour une raison X ou une raison Y. Et là, les tribunaux sont beaucoup plus sévères. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire le statut de la personne n'est pas régularisé, la personne ne pourrait pas réintégrer son emploi, donc on ne donne pas droit à son recours visant à contester le congédiement, même si la personne a été congédiée à tort. L'autre exemple qu'on peut citer en termes d'accès effectif aux droits, c'est l'accès à la syndicalisation. Là aussi, absolument rien ne nous empêche, si on a un statut migratoire précaire, de se syndiquer, de faire valoir notre droit d'association et de se syndiquer dans notre milieu de travail. Or, il y a, et là, mon collègue l'a évoqué tantôt, il y a des réelles contraintes en termes de syndicalisation pour les travailleurs étrangers temporaires. On est ici pour une courte période, une campagne de syndicalisation, gagner la confiance, être capable de finalement mener à terme cette campagne de syndicalisation, ce n'est pas chose aisée. Et pour les personnes qui sont sans statut régularisé, aller au bout de cette démarche-là, alors qu'ils ont toujours cette épée de Damoclès qui est la déportation et de devoir quitter le Canada,
là aussi, on peut penser que l'accès à la syndicalisation est relativement illusoire. Alors, je vous dirais, et je vais conclure là-dessus, peut-être pour engager plus avant la discussion, il faut quand même réfléchir aux voies de solution. Hein. Il faut réfléchir à comment finalement on assure un meilleur accès, tant sur le plan formel qu'effectif, aux droits humains pour les travailleurs, pour les personnes à statut migratoire précaire. Bien, il y a l'approche par enjeu. Qu'est-ce que je veux dire par l'approche par enjeu? Bien, c'est d'essayer de régler certaines questions précises. Les droits au travail, le droit aux soins de santé, l'accès à la scolarisation pour les enfants de migrants. Donc, d'intervenir vraiment sur des enjeux, c'est évidemment une approche qui est importante, qui est nécessaire, mais qui ne doit pas fonctionner en vase clos par rapport à une approche de régularisation. Là, je vais y revenir. Je vais d'abord traiter de la question de l'approche par enjeu pour ensuite revenir sur la question de la régularisation. Alors, il y a différentes façons d'intervenir sur les différents enjeux, accès aux soins de santé, accès aux droits au travail, accès notamment à la scolarisation. Et un des modèles qui a été mis de l'avant dans les dernières années, qui a été relativement documenté dans le contexte ontarien à Toronto, c'est le modèle qu'on appelle « Don't ask, don't tell », donc « ne dis pas, ne demande pas », qui est finalement cette idée que les institutions publiques ne devraient pas demander finalement à la personne de prouver que son statut migratoire est régulier pour accéder à certains services, que ce soit l'école ou des soins de santé, par exemple. Bien, il y a, le modèle torontois a été documenté à cet égard-là. Il y a des mesures qui peuvent être mises de l'avant sur le plan des politiques publiques, donc dire, par exemple, que les enfants qui n'ont pas un statut migratoire régulier devraient avoir la possibilité d'accéder à l'école, finalement, à la scolarisation. Alors, c'est une chose de le dire, mais maintenant, la vraie question, c'est comment ça se passe sur le terrain en première ligne. Est-ce que l'implémentation, encore une fois, de cette mesure sur le plan de la politique publique est faite sur le terrain? Il y a des questions qui se posent et cette question-là a été beaucoup étudiée dans le modèle, justement, mis de l'avant à Toronto, par exemple. L'autre question, c'est tout le rôle de l'inspectorat du travail. Alors, chez nous, l'inspectorat du travail, depuis 2016, est unifié dans un seul et même organisme administratif qui s'appelle la Commission des normes d'équité de la santé et sécurité du travail. Et ce qui est important, c'est que cette approche-là doit être adaptée à la réalité des travailleurs et travailleuses à statut migratoire précaire. Donc, autant sur le plan d'assurer une intervention proactive, de ne pas attendre que les plaintes surviennent, mais de vraiment agir en amont de façon préventive, que d'adapter la façon que les plaintes puissent être reçues. Alors, évidemment, pour les travailleurs agricoles, pour ne nommer que ceux-là, le fait que les services soient exclusivement ou à peu près en français, un peu en anglais, peut être une barrière de mise en œuvre des droits. Il faudra compter absolument sur un appui communautaire pour assurer la mise en œuvre des droits. Donc, l'inspectorat du travail, tant sur le plan de la prévention que sur le plan réactif, donc du traitement des plaintes, doit s'assurer d'ajuster sa réalité à la réalité, finalement, la réalité socio-professionnelle avec laquelle composent les personnes à statut migratoire précaire. Et là aussi, je pense qu'il faut nommer une mesure mise en place dans le contexte de la COVID-19. Alors, peut-être que vous avez vu ça passer dans les médias. On a largement dit, notre gouvernement a largement dit que l'accès au dépistage et à la vaccination ne devait pas être lié au fait d'avoir un numéro d'assurance maladie valide, donc d'avoir une carte soleil valide. Encore une fois, c'est une chose de le dire et ensuite, c'est une chose de voir comment ça se passe sur le terrain et comment les agents en première ligne dans les cliniques de dépistage, dans les sites de vaccination, comment ils appréhendent vraiment ces personnes qui arrivent avec un statut migratoire qui n'est pas régularisé. Alors, encore une fois, dans cette perspective de comprendre l'accès effectif aux droits, c'est cette idée de dire c'est une chose d'établir une politique publique ou d'établir une règle générale, mais ensuite, il faut s'assurer du trickle-down effect, comme on dit en anglais, et que les personnes qui mettent en œuvre concrètement sur le terrain, les agents qui mettent en œuvre ces politiques publiques-là, connaissent et ont des moyens surtout pour assurer un accès effectif, dans ce cas-ci, au dépistage ou à la vaccination, par exemple. Alors, évidemment, l'approche par enjeu est importante, doit être regardée avec une grande attention,
mais ne peut pas faire l'objet d'un traitement qui ne réfléchit pas en parallèle à l'approche visant la régularisation des personnes migrantes qui souhaitent s'établir de façon permanente. Alors, souvent dans le débat public, on entend cet argument à l'effet qu'il y a plusieurs personnes migrantes qui ne souhaitent pas s'établir de façon permanente, notamment chez les travailleurs étrangers temporaires, soit, mais il faut donner, et c'est là l'idée de mettre en place une politique qui est à portée générale, un programme à portée générale, pour donner la possibilité aux personnes qui le souhaitent d'accéder justement à la résidence permanente. Or, ce qu'on constate, c'est qu'on est très scrupuleux à mettre de l'avant des programmes à portée générale qui vont être ouverts à une pluralité de catégories de migrants à statut précaire, que ce soit les sans-statut, les travailleurs étrangers temporaires qui occupent des emplois que l'on qualifie de peu spécialisés ou de plus spécialisés. On va avoir beaucoup de scrupules à mettre en place des programmes à portée générale. On va être porté à mettre en place des programmes ciblés qui s'adressent à des catégories très spécifiques de migrants et de migrantes. Alors, au Québec, parce que vous savez, au Québec, l'immigration est une compétence partagée. Le fédéral a certaines compétences et Québec a d'autres compétences. Et nous avons au Québec la compétence de sélectionner nos immigrants. Je suis certaine que mon collègue pourrait revenir sur cette question-là. Mais ce qu'on constate dans les dernières années, c'est qu'on a vraiment articuler nos politiques publiques de régularisation autour de programmes ciblés qui s'adressent, et là l'exemple le plus récent, c'est le fameux programme qui s'adresse aux demandeurs d'asile qui ont travaillé dans les soins directs aux personnes durant la pandémie. Et là, attention, je vais vous citer certaines règles qu'il faut respecter pour avoir accès à ce programme-là. Alors, d'abord, il faut être demandeur d'asile. Deuxièmement, il faut avoir travaillé 120 heures entre le 13 mars et le 14 août 2020. Alors, si on n'a pas travaillé 120 heures dans cette période-là, parce qu'on a commencé à travailler le 14 août, par exemple, parce que quand même, la pandémie ne s'est pas terminée après le 14 août, à ce que je sache, eh bien, on ne sera pas admissible présentement en vertu de ces règles-là. Et non seulement ça, et ça a été décrié par plusieurs groupes communautaires, le processus administratif est d'une telle lourdeur. Et je vais vous donner un exemple parce qu'évidemment, ça rentre dans mon champ d'expertise premier. Il faut, par exemple, donner une preuve, une attestation de l'employeur à l'effet qu'on a travaillé. Or, il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont travaillé pour des agences de placement de personnel où il y a un roulement de personnel très important et où c'est très difficile d'accéder à une attestation d'emploi et pourront être freinés dans la possibilité d'accéder à ce programme qui est immensément restreint déjà pour des considérations de nature administrative. Alors, il faut réfléchir à la façon dont on structure les politiques publiques de régularisation, à savoir, est-ce qu'on va vraiment dans la voie d'un programme ciblé, qui s'adresse à des sous-groupes, ou est-ce qu'il ne serait pas mieux de réfléchir, justement, pour faire écho à ce que mon collègue disait, compte tenu de la valeur sociétale qu'apportent les migrants dans nos sociétés, à des programmes à portée générales qui vont permettre à ces personnes-là d'accéder à la résidence permanente, nonobstant le fait d'appartenir à un sous-groupe qui est visé par un programme ciblé. Alors, je vous remercie beaucoup et maintenant, on va laisser place à la discussion. Merci énormément, professeur Gesualdi Fecteau, pour répondre à la question de qui sont les personnes migrantes à statut précaire et sans statut ici au Québec. Et pour vraiment démontrer l'hétérogénéité de cette population, les différentes façons que les gens peuvent se trouver dans de telles situations. Vous avez aussi vraiment mis la loupe sur les conditions du travail précaire et les intersections de la migration précaire et le travail précaire, un point très, très important. Et les lacunes et enjeux dans l'accès au droit au travail qui permet aux travailleurs et travailleuses à statut précaire de tomber dans les cracks, même si sur le papier, en théorie, il et elle devraient avoir accès à ces droits-là. Donc, je tiens à remercier énormément nos deux panélistes d'avoir été avec nous pour le partage des connaissances et des expériences qui met beaucoup de lumière sur notre thématique. On va maintenant passer à la période des questions. On a un bon 25 minutes pour discuter et répondre aux questions des participants et participantes. Je vois qu'il y en a déjà certains dans la question-réponse. Je vous invite, si vous avez des questions pour les panélistes, de
les poser toujours dans la question-réponse plutôt que dans le chat. Mais pendant que vous les soumettez, je vais prendre l'occasion d'attirer votre attention aux actions qui sont proposées par Amnesty International dans le cadre de cette campagne pour les droits des personnes migrantes. Donc, dans le cadre de cette campagne, nous avons développé une pétition qui est adressée au ministre de l'Immigration canadien et québécoise avec une demande d'élargir les critères d'admissibilité pour la régularisation dans le cadre du programme qui a été mentionné par professeur Gesualdi Fecteau, le programme pour la régularisation des dites anges gardiennes, qui est finalement très restreint, qui a été annoncé en décembre dernier, afin d'être beaucoup plus inclusif et en fait inclure toutes les personnes migrantes à statut précaire et sans statut qui aimeraient y soumettre une demande. Donc, je pense que ma collègue va partager le lien pour cette action virtuelle dans le chat et je vous encourage chaleureusement à signer la pétition. Je vous invite aussi à consulter la page de la campagne et à partager la capsule vidéo qui a pour but la sensibilisation par rapport à ces enjeux-là. Et vous allez trouver d'autres ressources sur cette page web. Nous avons entre autres un outil de mobilisation pour vous aider à prendre rendez-vous avec votre député autant provincial que fédéral pour parler des enjeux de migration précaire et des droits humains des personnes migrantes. Donc, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, consultez ce guide et vous allez avoir beaucoup de pistes pour prendre ce type de rendez-vous de plaidoyer-là. Vous allez aussi trouver des articles médiatiques, des suggestions de films et de balados sur le sujet. Et enfin, je vous invite à assister à un rassemblement qui aura lieu le 15 mai à Montréal. C'est un rassemblement pour un système d'immigration plus humaine, organisé en coalition. Amnesty International participe et il y a beaucoup d'organismes avec lesquels on est en lien et avec lesquels on collabore sur cet enjeu des droits humains des personnes migrantes, dont la CSN, dont le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes ici à Montréal, beaucoup d'organismes très intéressants qui sont sur le terrain, entre autres, et qui sont à la défense des droits des personnes migrantes. Donc, on va envoyer un courriel de suivi à toutes les personnes qui se sont... On va inclure le lien pour cet rassemblement-là qui va évidemment se tenir en tout respect des mesures sanitaires. Donc, pour retourner à la première période de questions, je vais commencer avec une question de Michel. Il demande, et puis je vais permettre aux panélistes de répondre, donner vos commentaires, et puis peut-être je vais mettre ensemble certaines des autres questions. Mais cette première question, lorsque le premier ministre du Québec dit qu'il ne veut pas de personnes migrantes à un salaire annuel moindre de 56 000, comme ça a été mentionné par professeur Crépeau, est-ce que nous pouvons interpréter qu'il considère les dernières recommandations du nouveau pacte mondial sur l'immigration comme étant opposées aux valeurs québécoises? Qu'est-ce que vous en pensez? Dalia, tu veux commencer? J'y vais? OK. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus économique que ça. Il l'a expliqué. Hein? Lui, il veut que le salaire moyen du Québec augmente. Et donc, si on emploie un immigrant à moins de 56 000 $, ça fait baisser le salaire moyen du Québec. Je pense que c'est assez concrètement économique comme calcul de sa part. Ce qui moi me paraît important, c'est que cette question, elle démontre une méconnaissance de ce pourquoi les migrants sont là
Et on le sait parce que le Conseil du patronat, le Board of Trade, etc., réclament des migrants. Il y aurait 150 000, c'est le chiffre qui est avancé dans les médias, il y aurait 150 000 postes à pourvoir au Québec. Or, il y a beaucoup de postes que les Québécois ne veulent pas prendre. C'est pas que, et on dit souvent, hein, les immigrants font le travail que les citoyens ne veulent pas faire. Hein? C'est pas que les citoyens ne veulent pas le faire. Les citoyens ne veulent pas faire ce travail au salaire et aux conditions qui sont proposées pour ce travail. Et les migrants sont bien contents de trouver un travail payé en dollars canadiens dont ils vont pouvoir envoyer une partie chez eux. Hein? Mais ramasser, par exemple, ramasser des petits fruits, ramasser des fraises, c'est exténuant ramasser des fraises quand c'est pas fait en serre, là. Quand c'est fait dans les champs, c'est à quatre pattes, en juin, avec les mouches, de 5 heures du matin à 8 heures le soir. C'est exténuant et vous êtes très peu payé pour ça. Autrefois, les bleuets étaient ramassés par des familles de 12-15 enfants et il y avait un seul salaire, hein, celui du mari. Aujourd'hui, ramasser des fraises, moi je demande souvent à mes étudiants s'ils voudraient ramasser des fruits pendant l'été pour payer leurs études. Et la réponse est oui, à 25 $ de l'heure. Imaginez le prix du casseau de fraises au marché Jean Talon si on paye 25 $ de l'heure chaque personne qui ramasse des fraises. Donc, les Québécois ne veulent pas faire ce travail au prix qui est proposé. Or, nous savons que depuis une quarantaine d'années, les fermes, mais pas seulement les fermes, c'est vrai dans la construction, c'est vrai dans l'hôtellerie, la restauration, c'est vrai dans les soins, mais en agriculture, c'est vrai, les fermes sont subventionnées indirectement par le fait qu'on tourne les yeux sur le fait qu'ils exploitent des travailleurs migrants pour ramasser les fruits et légumes. C'est la compétitivité de ces fermes est à ce prix et on ne veut pas mettre ça en cause pour la bonne et simple raison que tous les fermiers sont contents, les maires des villages ruraux sont contents parce qu'il y a des fermes qui subsistent, le ministre de l'Agriculture est content, le ministre de l'Économie est content, le ministre qui est responsable des exportations est content, le premier ministre est content parce qu'il n'y a personne qui manifeste dans la rue et les migrants se plaignent très peu. Alors, si tout le monde est content et personne ne se plaint, il est où le problème? Or, on a un problème. On a un problème d'exploitation. Or, ça, c'est pas reconnu. Et quand le premier ministre nous fait une équation toute simple en disant « je veux pas de migrants à moins de 56 000 $, il oublie de passer sous silence que nous avons accepté, nous, Québécois, Canadiens, Américains, Européens, Sud-Africains, on a accepté un système dans lequel des migrants sont par centaines de milliers, voire par millions aux États-Unis, en Europe, amenés à prendre des emplois qui sont sous-payés, mal rémunérés, mal encadrés et souvent avec des conditions de travail terribles. J'ai rencontré des travailleurs agricoles en Italie, c'était épouvantable. Et ces gens-là font partie de l'économie, c'est structurel, les mafias sont dans le système dans le sud de l'Italie. Au Canada, on a toute une série d'employeurs exploiteurs. Tous les employeurs ne sont pas des exploiteurs, faut bien dire ça. Pas tous les fermiers qui exploitent les migrants. Il y a des relations de travail qui peuvent être très bonnes. Mais il y a toute une partie de ce travail-là dans lequel il y a une exploitation et nous le savons et nous ne faisons rien. Et notre économie se porte bien grâce à cette exploitation qui est inacceptable. Et donc, comment changer cela? Eh bien, ça ne va pas être facile parce que, justement, tout le monde est content, les Québécois, et personne ne se plaint. Les migrants ne se plaignent très peu. Donc, il va falloir que nous portions la voix des migrants et que nous mettions au jour le fait que c'est inacceptable. Alors, la pandémie a permis de faire ça pour les anges gardiens et on voit que la réponse du gouvernement est timide, pour dire le moins. Talia, est-ce que vous aimeriez? Non, ça va? OK, parfait. Donc, je vais procéder à une question sur la mobilisation il y a plusieurs questions qui sont vraiment, qui portent sur les contenus. Une est plus générale, c'est Claude qui dit que les deux présentations sont très éclairantes. Qu'est-ce que les deux panélistes pensent des actions possibles de la part d'Amnesty et de ses membres? Et l'autre est un peu, en fait, c'est pas mal différent. Je vais vous laisser intervenir sur celui-là avant de procéder.
Excuse, Marissa, ça a coupé un peu. Donc... je m'excuse. Oui, je peux répéter. En fait, c'était juste qu'est-ce que vous pensez des actions possibles de la part d'Amnesty et de ses membres? Bien, moi, je me trouverais dans une posture un peu délicate d'avoir une opinion sur cette question-là. Je pense que c'est aux membres et à Amnesty de réfléchir à cette question-là à l'aune de ce qu'on sait des enjeux. Je pense que je pense que c'est là-dessus que j'ai terminé ma présentation et je le crois fermement. Je pense que pour assurer un accès effectif aux droits, il faut agir sur deux fronts. Autant sur s'assurer que les institutions en matière de travail, en matière de scolarisation, en matière de santé à certains égards, mettent en œuvre finalement certains programmes qui existent. Donc, vraiment intervenir sur des enjeux très précis et intervenir auprès des institutions qui ont le rôle de la mise en œuvre de ces droits-là. Et dans un deuxième temps, de plaider justement pour un accès à la régularisation du plus grand nombre. Pourquoi? Parce que, et quand on pense aux travailleurs étrangers temporaires qui reviennent année après année, ce n'est pas vrai que ce sont des pénuries ponctuelles de main-d'œuvre. Ce sont des pénuries chroniques, permanentes, largement liées à la piètre qualité des conditions de travail et qui sont maintenues. Pourquoi? Compte tenu de la précarité du statut de ces personnes-là. Donc, évidemment, agir sur ça permettrait, je pense que mon collègue l'a dit, un rehaussement qualitatif et quantitatif des conditions de travail, par exemple, un meilleur accès à la syndicalisation, par exemple. Mais je pense qu'il faut des pistes d'intervention. Évidemment, je ne veux pas parler pour Amnesty et ses membres, ce n'est pas à moi de le faire, mais je pense que, encore une fois, les pistes sont multiples et ne doivent pas être conçues comme étant des silos. Hein, il faut réfléchir à ça de façon vraiment transversale et pour intervenir de façon complète. Je répondrai comme ça. Un point que je pourrais rajouter, c'est que moi, je pense que la seule chose qui est vraiment marché pour la protection des droits de toute population marginalisée, c'est quand les gens se sont levés debout et ont revendiqué et ont manifesté leur mécontentement, etc. Ce que les migrants ne peuvent pas faire à cause de la précarité dans laquelle ils sont. C'est comme ça que ça a fonctionné pour les femmes. Les femmes, on leur a jamais donné leurs droits. Elles se sont battues pour les obtenir. Puis on voit que le mouvement MeToo, 80 ans après le droit de vote, est encore une revendication. Puis il faut se battre encore pour obtenir des résultats. Ça a été le cas des Autochtones, ça a été le cas de la communauté LGBT, ça a été le cas de toutes les communautés minorisées, des détenus par exemple. Les migrants ne protestent peu, revendiquent peu, se syndiquent peu. Et leur voix n'est pas entendue. Leur voix n'est pas entendue dans les débats publics, n'est pas entendue dans les débats à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les migrants qui parlent. Hein. Les politiques migratoires ne sont pas faites pour les migrants, sont faites pour un électorat qui n'est pas migrant. Donc, il va falloir, et là je dirais qu'il y a un rôle pour Amnesty, mais un rôle pour les syndicats, un rôle pour toutes les ONG qui travaillent à la protection des droits, il faut porter la voix des migrants. Il faut que les migrants soient entendus. Il faut pas qu'on arrête de parler pour eux parce qu'il y a besoin de ça aussi, mais il faut qu'on transmette leur parole à eux. Il faut qu'on les fasse intervenir. Il faut qu'on entende leur voix, qu'ils s'expriment. Moi, j'ai bien aimé le petit vidéo d'Amnesty du début où on avait 3 personnes qui exprimaient qui elles étaient, ce qu'elles faisaient. Et déjà, on voyait ce que Dalia mentionnait tout à l'heure. C'est la manière protéiforme, là, hein, la jeune femme là, qui était demandeuse d'asile et dont la demande a été rejetée, qui nous dit en passant à la fin qu'elle est mère célibataire aussi et qu'elle se retrouve toute seule avec un enfant qu'elle doit nourrir. Il y a une responsabilité. Et là, tout d'un coup, on a un élément de plus dont il faut tenir compte. Il y a un enfant, peut-être un enfant qui est né au Québec. Et donc, cette hétérogénéité, il faut qu'elle soit portée pour que la population en général se rende compte qu'il n'y a pas de solution simple. Hein? Pas de migrants en bas de 56 000 $, ça c'est une solution simple de politiciens. Alors que les situations sont beaucoup plus complexes que ça. Et les seuls qui en parleront bien, c'est vraiment les migrants eux-mêmes. Et ils seront convaincants pour le reste de la population. Mais tant qu'ils ne parlent pas, on ne les entend pas. Merci beaucoup. Je vais procéder avec quelques questions qui sont assez ciblées. Je vais en poser une à Dalia
et deux qui se complètent un peu à François. Et je peux les reposer au besoin. Donc, pour Dalia, on a Eliane qui pose la question. Elle aimerait savoir quelles sont les raisons administratives évoquées par la CNESST pour refuser les demandes de réclamation des travailleurs migrants en cas de lésion professionnelle. Elle se demandait aussi quelles autres pistes de solutions pourraient être mises en place pour améliorer la situation des travailleurs migrants recrutés via des agences de placement. Et entre parenthèses, est-ce que la nouvelle loi de 2018 a permis d'améliorer la situation de ces travailleurs et travailleuses? Peut-être je vais aussi énoncer les questions pour professeur Crépeau aussi, et vous pouvez répondre à votre tour. Donc, pour professeur Crépeau, on a Sophie qui dit, vous avez mentionné d'une part la gig economy dans laquelle plusieurs personnes migrantes précaires travaillent, et d'autre part, les pare-feux dans le Pacte mondial pour la migration qui demande le non-partage d'informations et de données en lien avec les services de base. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez parler de la relation entre le contrôle des migrants, de la migration et de leur précarité et des technologies émergentes comme la biométrie, les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc., dans un contexte québécois, canadien et ou international? Et pour compléter, il y avait un autre que je vais, en fait, c'est quand même différent et avoir, ah non, ça a disparu, non, c'est toujours là. C'est peut-être pour vous deux, en fait, c'est plus le côté messaging. Que pouvons-nous répondre ou offrir comme solution à l'argument qu'augmenter le salaire des travailleurs et travailleuses agricoles augmenterait le coût des aliments et menacerait les petites fermes ou les fermes familiales? C'est une question de Renaud et je me rends compte que c'est un peu différent, mais je pensais que vous pourriez peut-être enchaîner. Merci. Alors, je vais prendre les questions sur les droits au travail, toute la question de... Bon, comme je l'expliquais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la jurisprudence est très complexe. Les décisions de justice sont très complexes là-dessus. Mais ce qui s'est profilé au cours des dernières années, c'est que les tribunaux sont venus à dire quand une personne sans statut régularisé est de bonne foi, elle peut réclamer, par exemple, auprès de la CNESST lorsqu'elle subit une lésion professionnelle. Et là, écoutez, c'est cette question, c'est cette interprétation de la bonne foi qui pose problème. Parce qu'évidemment, les tribunaux, si on lit la jurisprudence, et elle est quand même relativement plus importante dans les dernières années sur cette question-là, grâce notamment aux travailleurs et aux travailleuses qui ont eu l'appui de groupes communautaires qui les ont accompagnés dans ces réclamations, dans ces processus administratifs d'une lourdeur assez spectaculaire. C'est l'interprétation de la bonne foi. Hein? C'est quoi la bonne foi? Une personne qui est sans statut parce que sa demande d'asile a été rejetée et est restée sur le territoire, qu'est-ce qui fait qu'elle est de bonne foi ou de mauvaise foi? Donc, l'interprétation, évidemment, de ce critère-là est d'une subjectivité assez importante. Donc, c'est évidemment autour de ça que vont s'articuler les rejets sur le plan administratif des réclamations de lésions professionnelles. Donc, il n'y a rien qui empêche qu'après une contestation de cette décision-là devant le tribunal administratif du travail, que le travailleur ou la travailleuse ait gain de cause. Mais il faut comprendre que c'est tout un parcours du combattant et de la combattante que tu rendes là. C'est immensément complexe, lourd administrativement, etc. Donc, je pense que c'est sur cette question et à mon avis, bon, on a eu une augmentation des personnes qui ont certainement accédé au régime de réparation des lésions professionnelles suite à ces décisions des tribunaux et l'établissement de la possibilité pour ces personnes sans statut d'obtenir réparation en cas de lésion professionnelle. Mais il n'en demeure pas moins que par l'existence ou la prévalence encore de ce critère qui est la bonne foi, on ferme la porte à plusieurs personnes qui possiblement vont voir leur réclamation rejetée. Et encore une fois, je veux quand même le souligner, ça, en matière de lésion professionnelle, c'est très documenté. Il y a un phénomène de sous-déclaration. Hein. Les gens ne réclament pas suite à une lésion professionnelle
dans l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Imaginez à quel point le phénomène de sous-déclaration est encore plus important pour des personnes à statut migratoire précaire. Donc, déjà, il faut se rendre à faire une réclamation. Si on se la voit rejetée par la CNESST, on peut s'imaginer les enjeux que ça entraîne. Rapidement, sur la question, j'espère que je réponds à la question de la personne qui l'a posée. Et sur la question des agences de placement, je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, en 2018, la loi sur les normes du travail a été modifiée. Maintenant, les agences de placement de personnel ou les agences qui recrutent des travailleurs étrangers temporaires doivent obtenir un permis d'opération, notamment, il y a d'autres droits. Elles doivent déposer une caution de 15 000 $. Bon, il y a un bon nombre d'agences qui ont fait une demande de permis et qui opèrent dans le cadre de la légalité. Maintenant, le problème, c'est et on le sait, il y a une pluralité d'agences voyous qui ne demandent pas de permis et qui opèrent donc dans l'illégalité au moment où on se parle. Et encore une fois, la question, c'est comment identifier ces agences-là, comment les sanctionner parce qu'elles opèrent sans permis. Et on peut s'imaginer que ce seront ces agences qui vont agir avec le moins de scrupules pour aller recruter finalement des travailleurs étrangers temporaires qui ont un permis de travail restreint pour les placer. Il y a des décisions de justice à cet égard-là dans les dernières années dans des emplois où leur statut ne sera pas régularisé avec tous les facteurs de précarité supplémentaires que cela entraîne. Donc, oui, en 2018, on a fait un pas important dans l'encadrement des agences de placement au Québec. Il faut dire qu'il était temps, on était les bons derniers au Canada, là, quand même. Mais est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des enjeux de mise en œuvre qui se posent pour certaines agences qui sont récalcitrantes et qui ne demandent pas de permis. Donc, c'est la question, encore une fois, de la mise en œuvre effective qui se pose. Et il reste encore quand même des angles morts. Je veux le signaler quand même parce que peut-être que certaines personnes ici ont travaillé sur cet enjeu-là. On est dans un débat actuellement sur la modernisation de notre régime de santé et sécurité du travail. Or, il n'y a absolument rien qui vient bonifier le faisceau des protections pour les travailleurs et travailleuses d'agences en matière de santé et sécurité du travail. Et c'est un problème. La loi n'est pas intelligible, permet un transfert contractuel de responsabilité entre l'entreprise cliente à l'agence de placement de personnel. Il y a encore des problèmes qui subsistent. Donc, réponse courte à une question complexe, la loi de 2018 est un pas en avant, c'est une œuvre inachevée, je vais le dire comme ça. Sur la question des produits agricoles et du marché de la concurrence mondiale, oui, c'est un argument et c'est un argument qui est mobilisé pas juste au Québec, c'est une réalité dans le secteur agricole c'est des arguments qui sont mis de l'avant aux États-Unis en contexte européen, c'est-à-dire que si les salaires montent, les produits vont monter. C'est un marché international. Hein, l'agriculture, maintenant, les marchés se transigent à l'international, les produits se transigent à l'international. C'est effectivement un enjeu, mais encore une fois, il y a une question là de concurrence internationale fondée sur les conditions de travail. Et c'est toute la réflexion, d'une part, qu'il faut faire sur le plan de comment on assure un socle de protection aux travailleurs, nonobstant la juridiction où il et elle travaillent, hein, parce qu'évidemment, si on a un certain seuil de conditions de travail dans un pays et qu'à côté, on n'en a pas, il y a effectivement de la concurrence déloyale qui va se faire sur la base des conditions de travail. Mais au-delà de ça, sur le plan très local, et là, évidemment, s'il y a des spécialistes de la question agricole, on pourrait débattre de cette question-là longtemps. Il y a plusieurs qui ne seront pas d'accord avec mon point de vue. Mais il y a quand même un appui financier. On s'est quand même doté de moyens au Québec via différents outils, la financière agricole et autres, pour appuyer finalement le secteur agricole, pour assurer finalement justement le maintien des activités agricoles dans une perspective de sécurité alimentaire notamment. Et la pandémie a relevé les enjeux de sécurité alimentaire que peuvent poser un contexte d'urgence comme celui de la pandémie. Bien, on peut se poser des questions à savoir, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réflexion à faire sur le plan de l'appui de l'État à ce secteur-là versus les conditions qui sont octroyées par ce secteur-là. Alors, je vais arrêter là-dessus. Comme il est 29, est-ce que j'ai quelques minutes quand même pour continuer la conversation ou pas? Oui, je pense qu'on peut... D'accord. Très bien. Alors, je vais continuer sur ce que Dalia vient de dire. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé qu'il faut faire de la planification à long terme de l'immigration qu'on ne fait pas. On sait que les produits agricoles, nous les sous-payons, nous consommateurs. Ils devraient coûter beaucoup plus cher.
parce qu'il devrait coûter plus cher parce que la main-d'œuvre devrait être correctement rémunérée. Et si la main-d'œuvre était correctement rémunérée, on aurait des Canadiens qui se présenteraient pour y travailler. Or, on n'en a pas, presque pas. Toutes les expériences qui ont été faites en Californie pour amener des Américains à faire le travail agricole à côté des Guatémaltèques et des Honduriens, etc., ont fait que ça commence le lundi matin à 5 heures du matin. À 11 heures du matin, il n'y a plus un seul Américain dans le champ. Il n'y a plus que les Centra-Américains qui travaillent. Ces expériences ont été faites. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont dures et les salaires sont bas. Et les Québécois, les Canadiens, les Américains n'acceptent plus ce genre de travail-là, d'où l'exploitation des migrants que l'on apporte. C'est pour ça qu'il faut planifier à long terme. Il faudrait se dire, nous voulons sortir les fermes de l'exploitation d'ici, donnons-nous 10 ans, donnons-nous 15 ans. Disons que le salaire du travailleur agricole devrait atteindre tel pourcentage du salaire moyen, puis on le fixe, et mettons qu'il doit augmenter de 40%, et on se dit, bon, si on fait ça sur 20 ans, eh bien, les salaires vont augmenter de 2% par année, plus l'inflation. Et les fermes vont devoir s'ajuster tranquillement, année après année. Il peut y avoir des soutiens, il peut y avoir des subventions. Il faut se rendre compte, et là, je compte beaucoup sur les syndicats. Je m'adresse à la CSN qui est représentée ce soir, mais à tous les syndicats. Les syndicats ont un rôle fondamental. Les travailleurs migrants sont dans l'exacte niche écologique des travailleurs industriels du 19e siècle pour lesquels les syndicats ont été créés. C'est-à-dire, c'est le lumpenprolétariat là qu'on exploite et qui est tout en bas de l'échelle, comme les travailleurs industriels de la révolution industrielle. Eh bien, les syndicats vont devoir se mobiliser pour travailler sur cette planification à long terme d'une transition vers l'équité salariale, l'équité des conditions de travail. Et on ne peut pas le faire, c'est tout à fait clair dans la question qui a été posée, ça ne peut pas se faire d'une année sur l'autre. Sinon, les 3/4 des fermes québécoises rendent l'âme. Donc, il va falloir qu'on le fasse sur le long terme. Pour ça, il faut le planifier. Pour le planifier, il faut avoir un débat public et un consensus, parce qu'il va y avoir un lobby agricole qui va dire, ben non, c'est trop cher, etc. Il va y avoir un lobby des banques, il va y avoir un lobby des uns et des autres. Là, il va falloir qu'on se mette dans une position de dire, dans 20 ans, on ne veut plus d'exploitation, ou dans 10 ans, on ne veut plus d'exploitation. Et qu'on se donne ça, qu'on se donne tout ce temps-là pour transitionner cette industrie, comme on a transitionné les chantiers maritimes, comme on a transitionné le textile, comme on a transitionné bien d'autres industries. Et ça voudra peut-être dire à terme qu'il y aura effectivement des produits agricoles qu'on ne produira plus au Québec parce que ce sera nettement moins cher de le produire ailleurs. Par contre, il y aura des produits de niche qu'on pourra faire au Québec avec des travailleurs plus spécialisés. Ça signifie une transformation et ça se planifie. Mais pour ça, il ne faut pas réagir d'une année sur l'autre. Il faut penser à long terme en termes de démographie, de sécurité alimentaire, comme Dalia l'a dit. Alors, l'autre question qui avait été posée, les contrôles technologiques. Alors, les contrôles technologiques sur les migrants, ça fait des années qu'on essaie. Les passeports ont été inventés par Napoléon III et Bismarck dans la deuxième moitié du 19e siècle pour être sûr que c'était les citoyens qui rentraient et que ce n'étaient pas des étrangers, etc. Donc, on avait commencé par ce moyen technologique qui était le passeport, mais on a développé des moyens technologiques extraordinaires. Hein. Vous savez probablement qu'il y a des drones qui patrouillent la frontière américaine, des drones qui patrouillent la frontière américaine avec le Canada. Hein, du côté américain, il y a des drones qui circulent pour s'assurer qu'il n'y a pas de Canadiens ou d'autres qui traversent vers les États-Unis. Il y a maintenant, tous les documents d'identité sont des documents biométriques. Il y a des bases de données considérables sur les étrangers. Et ces bases de données considérables, je parlais tout à l'heure du fait que la vie privée des migrants, il n'y a pas de protection de la vie privée des migrants dans le pacte mondial. Bien, ça, c'est un élément clé. Les États s'échangent des données nominatives sur les migrants à tour de bras, sans aucun contrôle. En Europe, il y a 2 conventions du Conseil de l'Europe qui devraient permettre la vérification de ces informations, mais c'est difficile d'accès. Et le migrant qui se trouve à une frontière et qui se voit refuser l'entrée parce qu'il est dans une base de données de l'Allemagne et que lui est à la frontière espagnole avec le Maroc et qu'on lui dit non, vous êtes dans le système Schengen, vous n'avez pas le droit d'entrer, il n'a pas les moyens, il ne sait pas comment contester cette décision. Et ça, c'est un outil clé
de la fermeture des frontières. C'est un outil qui a été développé considérablement en Europe avec le système Schengen dans les années 90 et qui se développe encore de façon considérable. Il est en train de s'élargir parce que l'Europe est en train, par exemple, de doter des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne de mécanismes de contact avec les bases de données européennes pour qu'ils bloquent les migrants sur leur territoire avant qu'ils arrivent en Europe. Et je pense que les États-Unis sont dans une voie, se dirigent vers ce genre de choses-là également. Donc, en effet, le développement des technologies d'identification, des technologies biométriques visent particulièrement les migrants et se développent particulièrement pour le contrôle des frontières, ce qui est un vrai problème parce que le blocage aux frontières est une grande partie de la montée en puissance des migrations clandestines. Jusqu'à la fin des années 70, il était facile de circuler au travers des frontières. Il y a des millions de Turcs, de Nord-Africains, d'Africains subsahariens qui sont rentrés en Europe, des millions de Mexicains qui sont rentrés aux États-Unis et qui en ressortaient et qui revenaient et qui repartaient sans qu'il y ait de mort en Méditerranée ou dans le désert d'Arizona. Tout le monde avait le droit de passer ou alors avait un visa ou alors n'avait pas besoin de visa. On arrivait en France, en Allemagne, on demandait un permis de travail, on l'obtenait en 48 heures, on travaillait. C'était simple, la police était au courant, tout le monde passait par le garde-frontière et il y avait très peu de passeurs et il n'y avait pas beaucoup de clandestinité. Il y avait beaucoup d'exploitation au travail et pas de contrôle, mais les frontières n'étaient pas bloquées comme aujourd'hui à l'égard des migrants peu rémunérés. Donc, en effet, c'est un énorme problème et c'est un énorme problème dont les États ne veulent pas se débarrasser. Je ne vois pas quand, dans les 10 ou 20 prochaines années, les États voudront diminuer ça. Cela dit, leur système informatique et leur système biométrique pourraient être beaucoup plus efficaces si les migrants se présentaient à la frontière. Pour qu'ils se présentent à la frontière, il faut qu'ils aient des papiers. Pour qu'ils aient des papiers, il faut qu'on régularise et qu'on offre des modes de mobilité, que ce soit les États qui le fassent et pas les passeurs. Et dernier point, il y avait une question qui était intéressante sur comment faire parler les migrants. Comment arriver à faire parler les migrants? Alors là, on peut compter sur les syndicats. Il faut que les syndicats se mobilisent pour représenter les migrants. Je sais que dans le secteur agricole aux États-Unis, c'est bien avancé, mais il y a des secteurs comme la construction, c'est plus difficile. En Europe, c'est peu avancé dans bien des domaines. Mais il y a aussi une mobilisation citoyenne qu'on peut arriver à réussir. Et je pense, j'ai deux exemples, un exemple canadien puis un exemple belge. En Belgique, il y avait des sans-papiers au parc Maximilien. Le parc Maximilien est un grand parc à Bruxelles. Et il y avait des sans-papiers qui étaient là, qui ne savaient pas où se loger. Et il y a des Belges, des citoyens belges de Bruxelles, qui ont commencé à créer un réseau avec leur téléphone pour arriver à les loger tous les soirs. Et ils téléphonaient à leurs amis, etc. J'ai une famille de Maliens avec 2 enfants. Qui est-ce qui peut les loger ce soir? Et tous les soirs, ils arrivaient à vider le parc Maximilien. Tous les soirs. Et ça, c'est une mobilisation citoyenne de gens qui se mobilisent pour les migrants. Et ça crée un réseau qui est quelque part politisé. C'est-à-dire que ça, ce sont des gens qui vont peut-être voter pour ou contre un gouvernement en fonction de sa politique migratoire, parce qu'ils se sont impliqués. Et on leur a offert le moyen de s'impliquer. Il y a un groupe qui a décidé, ben, si vous logez des migrants, voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va être organisé, etc. Exemple canadien, le parrainage communautaire des réfugiés. On a un système que Ron Atkey a inventé dans les années 80 pour les Indochinois, dans lequel on dit un groupe de Canadiens se met ensemble et peut parrainer un réfugié. Alors, ça s'est fait pour les Indochinois de façon tout à fait considérable. Ça vient de se refaire pour les Syriens après 2015 et on a fait venir 50 000 Syriens. Et on a vu d'ailleurs des Indochinois qui parrainaient des Syriens, des enfants de parrainés Indochinois qui parrainaient des Syriens, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc, on sent qu'il y a une mobilisation citoyenne là. Puis là, tout d'un coup, nos 2 gouvernements nous disent « Ah, ben c'est fini, là, on n'arrive plus à gérer, il y a trop de monde, etc. » Et là, je me dis « Mais c'est quoi le problème? » Ça, c'est le meilleur système pour intégrer des réfugiés. Hein, vous avez des groupes qui les accueillent, qui se mobilisent. Et l'avantage tout à fait extraordinaire de cette mobilisation,
pour 50 000 Syriens, c'est qu'elle a touché 1,4 million de Canadiens. J'ai eu le chiffre par Open Society Foundations. Ça a touché 1,4 million de Canadiens qui se sont mobilisés pour intégrer des réfugiés. Et ces gens-là, c'est une mobilisation politique. Ce sont des gens qui vont pouvoir parler de leur expérience avec des réfugiés. Et donc, il me semble, moi, puisque c'est le meilleur moyen de créer les citoyens canadiens de demain, il ne faut pas nous répondre comme gouvernement, « Ah, on n'a plus les moyens de gérer, il y a trop de demandes ». Embaucher des fonctionnaires. Tout ça, c'est des gens qui vont payer des impôts dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont contribuer à l'économie canadienne. On peut en prendre beaucoup plus. Ces gens-là sont bien intégrés parce que les Canadiens se mobilisent. Et là, on a des Canadiens qui se mobilisent politiquement et qui pourraient transformer le débat public parce qu'ils peuvent parler de leur expérience à intégrer des migrants, dans ce cas-là des réfugiés. Et donc ça, ce sont des mobilisations qu'il faut arriver à créer entre les syndicats, les journalistes, etc. Dans les écoles, on peut se mobiliser comme parents aussi, etc. Il y a beaucoup de moyens de se mobiliser. Il faut encourager ces mobilisations. Là, je pense que des organismes comme Amnesty peuvent agir là-dessus en coalition et en collaboration avec d'autres. C'est important, cette mobilisation citoyenne. Il faut que nous nous sentions concernés par le sort de ces migrants et qu'on porte leur voix pour qu'eux-mêmes puissent parler. Voilà, je m'arrête là aussi. Super, merci beaucoup. Je vais commencer à terminer l'événement. Merci à tout le monde pour vos questions. Mes excuses aux personnes qui n'ont pas eu des réponses à leurs questions. Il y avait beaucoup d'intérêt, ce qui est vraiment super. Je voulais juste dire, Julia avait posé une question sur la détention, particulièrement en contexte de pandémie. Le mois passé, on a présenté un webinaire sur cet enjeu particulier et l'enregistrement est disponible sur notre site web, donc je vous invite à le consulter. Aussi, j'ai vu, il y avait plusieurs questions. La question de Mukala sur comment faire parler aux personnes, les détenteurs de droits, les personnes migrantes, et aussi des commentaires de la part de Denise par rapport à la mobilisation. Donc, merci d'avoir fait ces commentaires et questions-là, et je vous encourage vraiment à venir assister à l'événement du 18 mai, parce que là, on va avoir une table ronde avec des personnes migrantes et avec des personnes qui représentent des organismes qui sont vraiment sur le terrain, qui travaillent côté à côté avec les personnes migrantes, les détenteurs des droits, pour les soutenir dans leur propre organisation, entre autres, et aussi pour mobiliser la population pour la défense des droits. Amnesty, évidemment, collabore avec beaucoup de ces organismes-là. Donc, je vous invite vraiment à venir au prochain événement pour continuer la discussion. Et évidemment, je vous invite encore une fois à passer à l'action avec Amnesty, à signer la pétition et à vous rendre sur notre page de campagne, à partager la capsule vidéo et à vous engager. Vous pouvez toujours me contacter si vous voulez plus de pistes d'action. Donc, pour terminer, un énorme merci à nos deux excellents panélistes pour leur présence et leur partage des connaissances et perspectives. Et merci à vous tous et toutes pour avoir participé. Donc, j'espère vous revoir lors de notre prochaine conférence le 18 mai et je vous souhaite une très belle soirée.